Bonjour à tous, nous allons voir la deuxième partie du cours de mécanique sur l'action sur un système. Nous verrons aussi la troisième qui est la suite directe de ce cours. Alors la première chose à comprendre quand on parle d'action, c'est qu'une action, c'est modifier la vitesse d'un système. Dans le cadre du cours de mécanique, la vitesse est un vecteur. Quand on dit modifier la vitesse, on peut changer sa valeur, sa direction et ou son sens. Donc pour modifier la vitesse d'un système, la seule solution, d'après les modèles qu'on ait, c'est d'appliquer une force. Donc la force, c'est une grandeur qui est mesurée en newton. Cette unité vient d'Isaac Newton, le fameux physicien qui a établi les principes fondamentaux de la mécanique et que vous avez déjà vu normalement dans le cours sur la lumière, sur la dispersion de la lumière. Et donc une force, on la modélise aussi par un vecteur qu'on va noter en général F pour force, avec une flèche au-dessus vu que c'est un vecteur, et A sur B. Donc quand on dit A sur B en indice comme ça, ça veut dire que le système A applique une force sur le système B. Et quand on veut représenter cette force sur un schéma, on va la représenter de manière proportionnelle à sa valeur. C'est-à-dire que par exemple, si on a une force A sur B d'une certaine valeur, et bien ici j'ai fait une flèche 2 fois plus longue, cela signifie que la force est 2 fois plus importante en valeur. Donc il faut bien se rappeler que, comme tous les vecteurs, une force a une norme, c'est-à-dire une valeur, une direction et un sens. Donc il y a deux types de forces qui peuvent provoquer des actions. Celles qui vont provoquer des actions à distance, donc là on peut penser à la gravité ou au magnétisme. Quand vous mettez deux aimants à distance et que vous ressentez une attraction, c'est une force, c'est la force magnétique. Et il y a aussi les forces de contact. Donc les forces de contact, c'est les forces qui ont besoin du contact, comme par exemple le fait de lancer un ballon de basket. Quand vous touchez le ballon pour lui donner sa vitesse, vous exercez une force sur le ballon. Donc il y a un principe au niveau des actions réciproques qui, on verra, est applicable dans la troisième partie. Donc quand deux systèmes sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces telles que la force de A sur B est égale à moins la force de B sur A. Donc là on parle de signe négatif au sens vectoriel, c'est-à-dire qu'un vecteur négatif, c'est tout simplement une flèche qui change de sens. Donc ce principe d'action-réaction, c'est utilisé notamment dans les bateaux. Là où vous pouvez vous en rendre compte, c'est notamment quand vous êtes en canoë ou kayak par exemple. Quand vous ramez, vous poussez l'eau vers l'arrière, mais par contre, votre bateau avance. Vous avez fait une action sur l'eau, et la réaction, c'est de vous pousser dans le sens inverse. Donc la force, on va dire presque majeure dans notre vie, en fait, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette force existe dès lors que deux objets ont une masse. Donc en fait, tous les objets que vous voyez autour de vous sont affectés par la gravité, vous le savez, mais au-delà de ça, il y a une force d'interaction gravitationnelle entre vous et n'importe quel objet qui vous entoure. Donc, même si l'univers était complètement vide, à part deux masses même de 1 mg, que l'on mettrait à l'opposé de l'univers, supposant que c'est un univers fini, bon, on va dire à des distances très éloignées, ces deux masses vont exercer l'une sur l'autre une force d'interaction gravitationnelle, et donc elles vont s'attirer. Donc évidemment, on peut s'en douter, si elles sont très longues au départ, ça va être une force très faible, mais elles vont accélérer au fur et à mesure. Et cette force sous forme vectorielle est donnée par cette loi. Donc la force de A sur B, c'est moins G, la constante universelle de gravitation, qui vaut ce qu'elle vaut, qui a une unité qui peut vous paraître étrange, des newtons mètres carrés par kilogramme au carré.
ça sera une donnée, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, fois MA, la masse de l'objet A, fois MB, la masse de l'objet B, divisé par D au carré, la distance qui sépare les centres de gravité de ces deux objets. Alors attention, on parle bien de la distance qui sépare les centres de gravité. C'est-à-dire que par exemple, sur Terre, quand vous voulez calculer la force d'interaction gravitationnelle entre vous et la Terre, vous ne devez pas prendre 0 pour D, parce que déjà divisé par 0 c'est impossible, mais il faudrait prendre le rayon de la Terre, c'est-à-dire environ 6400 km. Et enfin, on multiplie par un vecteur unitaire dirigé de A vers B, pour transformer en fait cette expression en vecteur. Parce que si à gauche on a un vecteur, il nous faut un vecteur à droite. Donc ça va être un nombre que vous calculez, et ça c'est juste pour transformer en vecteur. Donc évidemment ce vecteur a une norme, donc sa norme est G, toujours la constante, fois MA, MB divisé par D au carré. Donc plus les objets sont légers, plus la force gravitationnelle est faible, et de même, plus la distance est importante, plus la force gravitationnelle entre ces objets est faible aussi. Donc en effet, comme on l'a dit plus tôt, plus deux objets sont éloignés, moins la gravité va être forte. Et c'est pour ça que les astronautes dans la station spatiale sont en apesanteur. C'est parce qu'ils sont suffisamment loin de la Terre pour que la gravité y soit très faible. Donc quand on parle de gravité, on pense au poids. Et le poids, quand on est dans le langage courant, on va avoir tendance à définir que notre poids, c'est ce qu'on voit sur la balance. Donc si votre balance, elle vous dit 60 kg, vous dites je pèse 60 kg, mon poids est 60 kg. C'est un peu un abus de langage, parce que 60 kg, c'est une mesure de masse. La masse, c'est vraiment une valeur intrinsèque d'un objet. Un objet qui fait 1 kg sur Terre fera 1 kg où qu'il soit dans l'univers. Sa masse ne change pas, c'est vraiment une valeur intrinsèque à la matière. Par contre, c'est le poids qui va changer parce que le poids dépend de l'astre sur lequel on se trouve. Pourquoi? Parce que la formule du poids, donc là je l'ai écrit en format vectoriel, c'est P égale M, la masse de l'objet que vous étudiez, fois G, une accélération de pesanteur. Donc, je vais rajouter l'unité ici, seconde moins 2. Et donc, cette accélération de pesanteur, c'est un vecteur, comme on le voit, et ce vecteur désigne l'accélération qui est due à la gravité. Donc, il est dirigé vers le bas et est vertical. Et sa valeur varie sur chaque astre, plus l'astre est lourd, plus cette accélération est importante. Donc, on ne le verra pas cette année, mais G est directement lié à la force d'interaction gravitationnelle. Donc je vous donne quelques exemples de valeurs d'accélération gravitationnelle. Donc sur Terre, on est à 9,8 mètres par seconde au carré. Sur la Lune, à 1,7 mètres par seconde au carré. Sur Jupiter, à 25 mètres par seconde au carré. Sur le Soleil, à 274 mètres par seconde au carré. Donc en fait, ce que signifie cette accélération de pesanteur, c'est-à-dire, supposons qu'il n'y ait aucun frottement, on lâche un objet en chute libre, son accélération aura pour valeur ceci. Donc chaque seconde, la vitesse de l'objet en chute libre augmentera de cette valeur. Donc sur Terre, un objet qui tombe pendant 3 secondes s'il n'y a pas de frottement aurait une vitesse de 29,4 mètres par seconde. Sur le Soleil, ça serait 3 fois 274, soit 822 mètres par seconde. On va maintenant s'attaquer à la dernière partie qui est le principe d'inertie. Alors, ça c'est directement lié à ce que j'ai évoqué au début de la partie précédente, c'est-à-dire que une action modifie la vitesse. Le vecteur vitesse en fait. Donc, si un système a un vecteur vitesse constant, donc un vecteur qui conserve la même norme, la même direction et le même sens à tout instant, eh bien cela signifie
qu'aucune action n'est appliquée sur le système. Donc un objet qui a une vitesse nulle ou qui va en ligne droite à vitesse constante, c'est-à-dire qu'il a un mouvement rectiligne uniforme, cela signifie qu'aucune action ne s'applique sur lui. En réalité, il peut y avoir des forces s'appliquant sur cet objet, mais cela signifie si on est dans le cas d'un objet dans ces conditions, donc vitesse nulle ou en mouvement rectiligne uniforme, toutes les forces qui s'appliquent sur lui s'annulent. Elles se compensent entre elles. Pour ça, on peut imaginer tout simplement deux personnes qui font le jeu de la corde, supposant qu'elles aient exactement la même force à tout instant. Si elles tirent chacune de leur côté, elles peuvent déployer autant de force chacune qu'elles veulent, vu qu'elles ont la même force, la corde ne bougera pas. Même si des forces qui peuvent être pharaoniques s'appliquent. Bon, supposant évidemment que la corde ait une résistance infinie. Et voilà, donc immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, cela signifie que le vecteur vitesse est constant et que donc les forces qui s'appliquent se compensent ou qu'il n'y en a aucune. Donc on va formaliser un petit peu ça de manière plus ou moins mathématique. Alors, je vous donne les citations à utiliser par exemple en exercice pour justifier certaines choses. Donc dans un référentiel galiléen, si la somme des forces appliquées à un système est nulle, alors le système a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile. Alors, on peut le tourner dans ce sens ou le tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça, c'est une phrase qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si un système a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile, alors un système dans un référentiel galiléen, cela signifie que la somme des forces appliquées à ce système est nulle. Cela signifie que la force... Voilà. Donc si on veut résumer ça mathématiquement, si V, le vecteur vitesse, est un vecteur constant, cela signifie que la variation de vitesse delta du vecteur, donc quand en physique on écrit delta de quelque chose, c'est la variation. Donc delta V est égal à 0, il ne varie pas, et donc la somme des forces appliquées est égale à 0. Donc évidemment, s'il n'y a pas de force, la somme des forces appliquées est égale à 0. Dans le cas contraire, on va dire, dans un référentiel galiléen, si un système en mouvement n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces appliquées au système n'est pas nulle. Et on peut le retourner ça, c'est-à-dire que je vais le mettre dans le même sens. Dans un référentiel galiléen, si la somme des forces appliquées au système n'est pas nulle, alors le système en mouvement n'a pas un mouvement rectiligne uniforme. Et donc mathématiquement, on le traduit à peu près de la même manière. Donc si delta V n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il y a de la variation de vitesse, alors la somme des forces appliquées est différente de 0. Alors, on va juste jeter un œil un petit peu au point du programme. Donc, exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire les informations. Là, en gros, c'est faire ça. Il faut que vous soyez capable de définir si un système a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile, et du coup d'en déduire que V est constant, donc delta V est égal à 0, et donc la somme des forces appliquées est égale à 0. Et donc là, même chose dans les deux cas en fait. Vous devez être capable de faire ça dans les deux cas. Si on va sur la partie précédente, hop, modéliser l'action d'un système extérieur, donc ça c'est savoir tracer une flèche dans le bon sens, appliquer au bon endroit, etc. Principe des actions réciproques, donc c'est savoir, c'est le côté action-réaction, donc pour ça il faut voir des exercices.
Distinguer action à distance et action de contact. Donc ça, savoir que par exemple la gravité c'est une action à distance, le magnétisme une action à distance, le fait de lancer un ballon une action de contact, identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont a priori connues. Donc ça c'est si on vous présente des forces de différentes tailles avec les expressions mathématiques, savoir les reconnaître. Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle, donc c'est savoir utiliser cette formule, bien comprendre chaque terme et être capable de les identifier dans un énoncé pour les utiliser. Expression vectorielle du poids, la même chose, mais avec P égale mg, ici. Et représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique. Alors là, en fait, on est dans le cas de l'action mélange un petit peu action-réaction et poids. Parce qu'un objet qui est posé sur un support a comme force le poids qui s'applique, mais aussi la réaction. Et en l'occurrence, la réaction du support, vu que l'objet est immobile, est exactement l'opposé du poids. Donc il faut être capable de faire une flèche qui est l'opposé de celle du poids. Voilà, ça sera tout pour cette leçon. Si vous avez des questions, je serai content d'y répondre.